On pourrait croire que ces choses vous permettent d'apprendre le japonais rapidement, mais en réalité, ils risquent plutôt de freiner vos progrès. La première erreur concerne les kanji, ces caractères mystérieux qui font parfois peur aux débutants. Et oui, je suis moi-même tombé dans ce piège. J'ai eu un réflexe simple, je me suis dit, Osef, qui a besoin de ça quand on a les hiragana et les katakana? Heureusement, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une bonne idée. Site internet, livres, panneaux, menus, bref, ignorer les kanji, c'est carrément accepter d'être illettré en japonais, et ce n'était pas mon objectif. J'avais besoin de maîtriser les kanji pour pouvoir profiter au maximum de la vie en japonais. Mais alors je suis tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire que je me suis dit que j'allais apprendre tous les kanji et tous les maîtriser dès le départ pour accélérer mon apprentissage du japonais. La réalité, c'est qu'il y a plus de 2000 kanji à maîtriser et que c'est un défi qui est très rapidement chronophage et décourageant. Le manuel que je suivais au départ me demandait d'écrire une quantité assez considérable de kanji et je m'y suis appliqué. Je me suis dit, après tout, il faut les faire. Je passais plus de temps à écrire des kanji qu'à apprendre des nouvelles choses en japonais. Alors je me suis posé la question fatidique, faut-il vraiment apprendre les kanji? Dans la communauté des apprenants, il y a deux écoles qui s'opposent. Il y a ceux qui considèrent que l'écriture est trop chronophage et ceux qui pensent que écrire aide à mémoriser plus rapidement et que du coup l'investissement en temps initial en vaut la chandelle plus tard. Ma conclusion après 5 ans d'apprentissage et avoir testé les deux méthodes est que l'écriture c'est un outil, mais ce n'est pas la fin en soi. Et surtout, ce n'est pas la priorité. Les Japonais eux-mêmes apprennent à écrire les kanji une fois qu'ils parlent déjà la langue. Et malgré ça, ça leur prend des années de pratique dans le cadre qui est l'école. Vouloir apprendre à écrire tous les kanji à la main, par cœur, représente une charge de travail trop importante pour la majorité des apprenants. C'est pourquoi je recommande une méthode alternative qui est d'utiliser l'écriture comme un débloqueur ponctuel. Si un kanji pose problème, je m'entraîne à l'écrire. S'il ne pose pas problème, je passe à autre chose. Cette approche permet de se concentrer sur la lecture qui est essentielle pour enrichir son vocabulaire et progresser rapidement. Mais le problème, c'est que parfois, les kanji, ça ressemble à rien et qu'on a beau les écrire à la main, ça ne nous aide pas à les mémoriser. Ce point, ça dépend beaucoup d'un étudiant à l'autre. Certains vont réussir à différencier les kanji très facilement, d'autres galèrent. Moi, je galérais beaucoup. Alors, j'ai utilisé une méthode assez connue qui est Remembering the Kanji, ou les kanji dans la tête pour la version française, pendant quelques mois, et ça m'a énormément aidé. J'ai vraiment eu un déblocage après avoir suivi cette méthode. L'idée est assez simple, c'est d'en fait associer chaque kanji à un sens, grâce à des histoires mnémotechniques basées sur ces éléments. Un exemple très simple, on peut se rappeler du kanji de Yasumi, qui veut dire le repos, en imaginant un homme qui se repose au pied d'un arbre. À l'époque, déjà, j'utilisais une version raccourcie qui contenait 1000 caractères au lieu des 2000 officiels, le but étant de débloquer la méthodologie. Avec le recul, honnêtement, j'aurais pu en faire encore moins. 1000, ça m'a pris pas mal de temps, pas mal d'efforts, et aujourd'hui, je recommande plutôt une version qui tourne autour de 500 kanji. Pour moi, ça représente le juste milieu. Ça permet de comprendre et de maîtriser la méthode, et ça évite de perdre trop de temps, notamment en début d'apprentissage. Il faut bien se rendre compte que apprendre un kanji, ce n'est pas apprendre du japonais. Cela peut vous aider, mais ce n'est qu'un outil. Une fois le kanji mémorisé, il va falloir en fait apprendre à le reconnaître et à le lire avec la prononciation associée dans un contexte réel, par exemple dans un texte que vous croiserez sur internet ou dans la rue. Et ça, c'est une autre paire de manches. Si vous attendez d'avoir vu 2000 kanji avant de passer à la suite de votre apprentissage, vous risquez de perdre énormément de temps. L'apprentissage des kanji, c'est utile, mais ça ne devrait constituer qu'une petite partie de votre formation, aux côtés de cours et d'immersion qui devraient rester vos priorités pour progresser de manière visible semaine après semaine. En parlant de cours, cela m'amène à la deuxième chose que j'arrêterai de faire afin d'accélérer mon apprentissage du japonais. Quand on commence l'apprentissage, on a tendance à voir les manuels comme la voie royale pour apprendre le japonais. Et si j'ai passé beaucoup de temps avec mon premier manuel, avec le recul, je le regrette un petit peu. Ma première déception, c'est le manque d'exposition
à la langue réelle. Les dialogues ressemblent à des conversations robotisées, formatées, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le japonais authentique que vous pourrez entendre dans la rue, ou même dans différents médias tels que les films ou les animés. Alors certes, ces dialogues, pour être honnête, ils ont leur place dans un apprentissage d'une langue, mais ça ne suffit pas. C'est comme vouloir apprendre à nager sans jamais sortir de la pataugeoire, il manque quelque chose. En plus de ça, je trouvais les explications de mon manuel, pour être honnête, très bancal. Je me disais souvent en fait que le japonais c'était compliqué, que ça n'avait pas de sens, que c'était une langue bizarre. Mais avec le recul, en fait, j'ai compris que le japonais était une langue très logique, mais ça je l'ai réalisé en fait en dehors des manuels. Sur YouTube et sur Internet de manière générale, il y a d'excellentes ressources et quand vous regardez cet excellent contenu, en fait, vous vous rendez compte que le japonais est très logique. Du coup, quand vous ne comprenez pas un point de grammaire dans votre manuel, n'hésitez vraiment pas à chercher des explications en ligne. Autre problème que j'ai eu avec le manuel, c'est que le rythme de progression était très lent. Et ça, je l'ai constaté dans plusieurs manuels que j'ai consultés par la suite. Et en fait, moi, personnellement, après plusieurs mois passés dans le manuel, pour être honnête, j'avais pas avancé très loin. Voilà, avec le recul, c'est quelque chose qu'on réalise. C'est un petit peu dur à voir quand on a le nez dedans. Mon conseil, du coup, c'est que si vous n'avez pas de manuel, ou d'ailleurs si vous en avez un mais que vous vous rendez compte que c'est pas ouf, passez par le bootcamp. C'est gratuit et conçu pour aller le plus vite possible tout en construisant des bases solides. Il s'appuie sur les fondamentaux du japonais et présente les meilleurs outils modernes comme Anki ou Yomitan pour accélérer votre apprentissage. Franchement, c'est une ressource géniale. Allez au moins regarder ça. Et moi, je vous conseillerais, si c'est de votre niveau, d'arrêter votre manuel plutôt pour basculer là-dessus. Si, pour une raison X ou Y, vous êtes attaché à votre manuel, vous pouvez rester avec. À ce compte-là, ce qu'il faut faire, c'est de vous fixer l'objectif de le finir le plus rapidement possible afin d'enfin pouvoir plonger dans le grand bain. Le manuel, c'est excellent pour commencer, pour se mouiller, mais c'est pas ça qui va vous faire nager. Pour ça, le vrai apprentissage, ça se fait ailleurs, par exemple en écoutant des podcasts, en lisant des mangas, en ayant des conversations. Bref, n'ayez vraiment pas peur de sortir des sentiers battus. Ce qui vous aidera le plus à progresser, c'est l'exposition à la langue. Les manuels ont leur utilité au début, mais plus vite vous vous en affranchirez, plus vite vous progresserez et parlerez japonais. Troisième erreur à éviter, ne pas être abonné à Hobby Senpai. Non, je plaisante, mais on va parler d'un piège extrêmement tentant pour tous les apprenants du japonais. On se dit que s'exposer à la langue, c'est forcément bien. Et ça, je suis d'accord. Je viens de vous le dire, pour moi, c'est la clé. Mais avouons-le, notre cerveau, il cherche toujours le chemin le plus facile. Et si par exemple, on se dit, je vais m'exposer au japonais et je vais regarder mon animé ou mon film, mais avec les sous-titres français parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire, vous allez peut-être, allez, en étant gentil, écouter 3-4 mots de japonais qui passent, mais la majorité de votre temps, vous allez en fait simplement lire le texte en français et ça va pas aider à apprendre le japonais. Regarder un média japonais avec les sous-titres français, c'est vraiment comme si vous alliez dans une salle de sport, mais qu'au lieu de monter sur les machines, vous regardez ce que les gens font. Résultat, c'est des opportunités en fait de gâcher tout simplement de progression en japonais. Vous êtes face à des vrais dialogues, du japonais authentique que les japonais eux-mêmes consomment dans leur vie quotidienne et on laisse passer cette chance de s'immerger, de progresser à cause des sous-titres français. Et la solution, elle est très simple, c'est simplement de basculer les sous-titres français vers des sous-titres japonais ou carrément sans sous-titres du tout, en écoute pure. Les deux marchent très bien. Soudain, on passe en mode écoute actif. On a besoin d'écouter et de comprendre le japonais si on veut comprendre ce qui se passe dans notre série. Nos oreilles se tendent et notre cerveau se met à fonctionner, c'est génial. On commence à associer les sons aux significations, à repérer des mots et des expressions. C'est très efficace pour progresser en japonais. Un conseil simple, commencez avec des médias que vous connaissez déjà, par exemple un animé que vous avez déjà vu une fois par le passé. Cela réduit la frustration et rend le tout plus clair. Et ça, pour être honnête, je pense que c'est la décision qui a le plus impacté mon apprentissage japonais, c'est d'arrêter les sous-titres français. À force de parler avec des élèves et en réfléchissant à mon propre parcours, j'ai remarqué qu'on a souvent une obsession quand on commence à apprendre le japonais, c'est de vouloir parler, produire, sortir des phrases à tout prix. Je l'ai fait, c'était pas glorieux. Et là, j'ai eu en fait un peu un déclic. Je suis tombé sur un des conseils du professeur Stephen Krashen, un expert en linguistique et en acquisition des langues. Il disait, vous n'avez pas besoin de produire si vous ne vous sentez pas prêt. Conseil très simple, mais vraiment révolutionnaire pour moi à l'époque. J'ai donc suivi cette approche et je suis passé par ce qu'on appelle une période silencieuse et j'ai rapidement constaté des progrès. En fait, imaginez le japonais comme un jeu de Lego. Parler, c'est construire. On peut s'entraîner à construire,
bien sûr, mais si à la base on n'a pas beaucoup de pièces, on ne pourra jamais rien faire d'incroyable. Et pour ajouter des pièces à notre boîte de Lego Nihongo, il faut s'exposer à la langue, avec par exemple des animés ou des séries sans sous-titres français comme on l'a vu tout à l'heure. Et une fois suffisamment exposé, une fois que vous avez collecté suffisamment de pièces, eh bien, parler deviendra beaucoup plus facile et amusant. Vous pourrez alors créer des choses beaucoup plus variées. Quand on produit trop tôt, en fait, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Et souvent, on ne comprend même pas ce que la personne en face nous répond. Sauf que, pour qu'une conversation fonctionne, eh bien, la compréhension est tout aussi, voire plus d'ailleurs, importante que l'expression. C'est une raison supplémentaire de prioriser la compréhension au début de votre apprentissage. Ça permet d'observer des progrès plus rapides vu que vous vous focalisez sur un seul élément et par la suite, cela facilitera justement votre production puisque vous pourrez communiquer beaucoup plus facilement en comprenant ce qu'on vous dit. C'est pour ça que moi, personnellement, une fois que j'ai compris ça, je me suis concentré sur la compréhension avec pour but d'emmagasiner le plus de connaissances possible. Et avec ça, j'ai ressenti des progrès beaucoup plus rapides que quand j'essayais laborieusement de produire à tout prix. Bien sûr, il existe des exercices proches de la production qui sont très bénéfiques, même très tôt dans votre apprentissage. Je pense par exemple au dicté et au shadowing. Mais pour ce qui est de la production vraiment créative, ça, c'est pas quelque chose que je recommande vraiment en début d'apprentissage. Mon conseil personnel, c'est de vous accorder 6 mois, voire 1 an pour les plus patients, où le seul objectif est de comprendre, reconnaître et vous immerger. Personnellement, j'ai même attendu 2 ans avant de commencer à produire et je ne le regrette absolument pas. Moi, je me rappelle lors de mon premier échange franco-japonais, j'avais fait quelques heures d'échange sur internet avant, peut-être 3-4 heures. Tout le monde était en fait choqué quand je leur disais ouais, j'ai peut-être parlé 5 heures de japonais dans ma vie avant de venir ici. La réaction était magique et c'est parce que cette méthode vraiment est très efficace. On l'a vu jusque-là, il faut donc s'exposer à beaucoup de japonais pour progresser rapidement. Mais là, on se heurte vite à un problème. Souvent, il nous manque du vocabulaire. C'est normal, mais c'est frustrant. Alors, pour s'améliorer, on est souvent tenté d'apprendre des listes interminables de mots. En soi, si ça marche pour vous, j'ai envie de dire tant mieux. Mais perso, ça n'a jamais fonctionné, que ce soit pour l'anglais ou l'espagnol à l'école, ou avec le japonais par la suite. J'ai beau réviser des listes, j'oublie absolument tout. Et je sais que je suis pas le seul dans ce cas. La solution qui a marché pour moi, elle tient en 2 points. Le premier point, c'est d'abandonner le format de liste et d'utiliser Anki à la place. Anki, c'est un logiciel conçu pour optimiser la mémorisation. Plutôt que d'étudier une liste entière, chaque mot est séparé dans ce qu'on appelle une carte mémoire, puis Anki va utiliser un algorithme qui s'adapte à votre profil, à vos réponses, pour vous dire quoi réviser et quand, afin de maximiser votre rétention, c'est-à-dire votre capacité à vous rappeler d'une information. Ici, dans notre cas, à nous rappeler du vocabulaire. C'est ce qu'on appelle de la répétition espacée. Et en fait, avec cette méthode, vous révisez moins longtemps, mais vous retenez plus d'informations. Le deuxième point, ça a été ensuite de personnaliser mes fameuses cartes Anki avec des mots qui me parlent liés à un contexte concret. Parce que Anki, c'est déjà mieux que des listes bêtes et méchantes, mais si on l'utilise bien, ça devient encore plus puissant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que plutôt que d'apprendre au hasard le nom de, je sais pas moi, 42 fruits en japonais, je vais m'appuyer sur ce que je regarde. Un exemple, dans One Piece, Nami, elle aime les mandarines. Donc elle va souvent utiliser le mot mandarine. Et je me dis, moi aussi, j'aime bien le mot mandarine, qui se dit, voilà, mikan en japonais. Hop, j'ajoute mikan, j'ajoute mandarine à ma liste, à mon Anki, avec éventuellement une capture d'écran de la scène où j'ai entendu le mot, et ça va venir encore plus renforcer ma mémoire à ce niveau-là. Et là, je l'ai fait avec un nom relativement commun, une mandarine, c'est pas très conceptuel, mais justement, pour les mots qui s'appuient sur des concepts, c'est encore plus puissant. Par exemple, j'ai une carte pour le mot kitsui, qui veut dire serré, mais avec une notion un petit peu désagréable, avec un screenshot tiré de l'animé où j'ai découvert ce mot. En sélectionnant les mots que vous souhaitez apprendre directement depuis votre immersion, en fonction du contexte dans lequel vous les avez rencontrés, vous faciliterez ainsi leur mémorisation. C'est ce qu'on appelle le minage. On extrait les mots pertinents pour nous. Et l'autre point extrêmement bénéfique de ce minage, c'est que ça nous force à faire de l'immersion. Pour être 100% honnête avec vous, si on devrait choisir entre Anki et immersion, moi je partirais dans 10 cas sur 10 sur l'immersion. In fine, c'est le facteur le plus important. Mais utiliser Anki de cette manière nous permet justement
de booster notre immersion, de booster notre acquisition en vocabulaire et du coup, in fine, de nous améliorer plus vite. Si vous voulez apprendre à appliquer cette technique et progresser plus vite en japonais, je vous explique tout dans cette vidéo. C'est gratuit, c'est sur YouTube, alors n'hésitez pas.